Bien, bonjour à tous. Donc Franck Lavédrine de l'Institut de l'élevage. J'ai le plaisir d'introduire ce nouveau webinaire Caplet qui vous est proposé sur le thème de l'installation. Donc un petit rappel sur l'action Caplet, c'est une action régionale financée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a pour but de fournir des analyses technico-économiques en vue d'établir des références pour le Conseil auprès de la filière les standards de la région. Donc c'est une action qui associe l'ensemble des organismes de conseil qui interviennent auprès des éleveurs, à savoir les chambres d'agriculture, les conseils élevage, Serre France BFC. Également sont associés l'Institut Agro-Dijon et le service statistique de la DRAF qui nous a fourni des analyses notamment sur ce thème qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'introduire un petit peu ce webinaire par rapport au sujet qu'on va vous proposer d'analyser ensemble. Dans un premier temps, un état des lieux va vous être proposé à partir de l'analyse des bases de données, des services d'installation des chambres d'agriculture qui nous ont fourni des données autour des jeunes agriculteurs installés ces dernières années. On leur remercie pour cette transfert de données qui nous a permis de faire cette analyse. Ensuite, une analyse plus économique sera réalisée grâce à une analyse des données à Serre France en vue de regarder un petit peu ce que donnent les installations dans les exploitations laitières en termes de structure, d'évolution et de résultats économiques. Deux témoignages d'éleveurs vous seront proposés pour illustrer cette problématique. Et enfin, nous regarderons ensemble les résultats d'une enquête web qui a été proposée l'année dernière auprès des agriculteurs récemment installés en vue d'analyser leur état d'esprit, comment s'est passée leur installation et quelle est leur vision a posteriori de cette installation, mais également quelle est leur vision de l'avenir autour de leur activité laitière. Et comme Denis vous l'a dit, un chat est ouvert. N'hésitez pas à formuler vos questions, vos interrogations, vos remarques. Et deux séquences de questions-réponses sont réalisées pendant le webinaire pour essayer de maximiser les échanges. En termes d'introduction, je vous propose de valoriser des données que le service statistique de la DRAF a réalisé sur ce sujet. On les en remercie. À savoir un premier tableau de critères qui dresse un petit peu un portrait de la situation de la main-d'œuvre sur les exploitations laitières. Sur ce tableau, donc, vous est présenté sur les colonnes de gauche les exploitations qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, les exploitations, les standards. Et à côté, sur la droite, c'est la vision de l'ensemble de la filière agricole de la région, pour positionner un petit peu cette filière par rapport à l'ensemble de l'agriculture. Et chaque fois, les colonnes sont dédoublées pardon, avec les exploitations qui n'ont pas eu d'installation depuis 2010 et puis celles où il y a une installation donc dans les 10 dernières années. Tout ça, c'est basé bien entendu sur l'analyse des données issues du recensement agricole de 2020 qui vient juste d'être diffusé et analysé par les services de la DRAF. Donc on voit que sur la première ligne, on a une féminisation qui se fait au niveau des chefs d'exploitation, mais une féminisation qui reste assez faible, somme toute, et qui est plus faible en lait que dans l'ensemble de l'agriculture. Déjà, on arrive à peine à atteindre le tiers des chefs d'exploitation agricole sur la région qui sont des femmes, mais en lait, on voit qu'on est encore en retard, puisque même si on a bien progressé, on est passé de 7 à 17% aujourd'hui, et ben 17%, ça reste bien entendu très faible. Le positif, c'est qu'il y a une marge de manœuvre importante et il y a un vivier de ressources de chefs d'exploitation potentiels pour peu qu'on se donne les moyens de motiver et d'ouvrir la porte à ces chefs d'exploitation futurs. Le deuxième point qui est aussi que je me suis permis de mettre en rouge, qui est un petit peu un point faible à mon avis, c'est la faible part de chefs d'exploitation installés hors cadre familial. On sait qu'aujourd'hui, le renouvellement des générations d'agriculteurs uniquement par les enfants, eh ben, n'est pas suffisant. Il faut vraiment s'ouvrir à plus de renouvellement, y compris hors cadre familial, voire hors agricole. Et on voit que là aussi, on a bien progressé, on a doublé, on est passé de 13 à 25% des chefs d'exploitation qui sont issus du hors cadre, mais on est quand même faible et on est bien à la traîne de l'ensemble de l'agriculture.
Les points positifs, parce qu'il y en a, un âge moyen des chefs d'exploitation qui se rajeunit. Bien entendu, les exploitations n'enfoncent une porte ouverte, mais grâce aux installations, les exploitations qui ont installé un jeune depuis 2010 ben, rajeunissent leur main-d'œuvre et rajeunissent la main-d'œuvre agricole en général. Et on voit que ce rajeunissement en lait, là par contre, est important, puisqu'on est toujours sur un âge moyen des chefs d'exploitation plus faible que dans l'ensemble de l'agriculture régionale. L'autre point positif, c'est ce qui est un peu le pendant ou la composante, c'est une proportion, de chefs d'exploitation relativement âgés, de plus de 55 ans, qui se réduit. On était à 35, on passe à 8, donc il y a un bon renouvellement des chefs d'exploitation qui se met en place et on est là aussi mieux situé que pour l'agriculture en général. Le niveau de formation aussi ne cesse de croître et on voit qu'on était à un petit peu plus de la moitié des chefs d'exploitation qui avaient un niveau bac, voire plus. Aujourd'hui, on est à près de 80 et on est dans les mêmes chiffres que l'agricole en général. Et enfin, un petit zoom sur, la production bio qu'on abordera peu dans nos exposés, mais qui montre que, ben, l'agriculture bio, ça a été une volonté, globale d'aller vers plus de bio dans l'agricole, toutes filières comprises. On voit qu'en lait, on est un petit peu plus avancé que dans le reste de l'agriculture, mais qu'on plafonne à 19. Vu la conjoncture que vous connaissez sûrement, de difficultés économiques autour du bio et notamment du lait bio, ben, on peut imaginer que c'est un frein au moins provisoire, à un développement plus important. Sur le graphique suivant, quelque chose de plus classique que vous connaissez, une pyramide des âges. On vous a représenté la pyramide des âges des chefs d'exploitation avec sur fond coloré la filière, les standards qu'on étudie aujourd'hui et les carrés, les bordures désignent la pyramide des âges de l'agriculture régionale en général. On voit déjà qu'on a un déséquilibre qu'on vient de regarder à travers quelques chiffres dans le tableau précédent et qui bien entendu se confirme, à savoir le déséquilibre entre le bleu et le vert, entre les hommes et les femmes, hein, une main-d'œuvre qui reste beaucoup plus marginale au niveau des chefs d'exploitation femmes. Et au niveau des hommes, le point positif, c'est qu'on a quand même une population plus jeune en lait que dans l'agricole en général. Vous voyez les bâtonnets de 25-30 ans, 30-35 qui sont plus marqués, les zones bleu foncé sans bordure qui correspondent donc à la filière laitière. On a une population de chefs d'exploitation plus importante dans ces classes d'âge dites jeunes. Par contre, quand on arrive sur, bah, le déséquilibre de la pyramide des âges qu'on connaît en agricole malheureusement, avec une pointe très marquée pour les populations de 50 et 60 ans, là on voit qu'en lait, on a quand même beaucoup de chefs d'exploitation dont le renouvellement, la succession sera envisagée assez rapidement. Pour finir par une note positive, peu de chefs d'exploitation âgés, 60, 65, 70 ans en filière lait et également heureusement au niveau des femmes. Donc c'est positif, on n'est pas obligé de poursuivre cette carrière, trop longtemps comme peut-être dans d'autres exploitations, liées à des difficultés économiques. Le point négatif, c'est qu'on peut peut-être imaginer aussi que l'activité laitière en bovin lait est une activité physique avec de la pénibilité qui n'autorise peut-être pas, même si on le voulait, à poursuivre trop longtemps. Enfin, pour finir cette introduction, un dernier graphique élaboré toujours par les services statistiques de la DRAF qui montre un petit peu comment sont envisagés les remplacements des chefs d'exploitation qui vont arriver sur l'âge de départ, c'est-à-dire qui ont plus de 60 ans. Sur le premier bâtonnet horizontal, c'est l'ensemble des exploitations concernées par un futur départ à la retraite dont les réponses figurent ici. Et sur les trois lignes d'en dessous, ça va être la dichotomie par taille d'exploitation, grande, moyenne et petite structure. Sur les petites structures, on regardera à peine puisque c'est vrai que en bovin lait, généralement, on a peu de petites structures présentes. Pour en revenir aux réponses générales, ben, vous voyez que je pense que vous allez me rejoindre dans l'interprétation des chiffres, ce qui peut sauter aux yeux, c'est qu'il y a quand même pratiquement un tiers des exploitations qui n'ont pas envisagé encore le remplacement de l'associé qui a plus de 60 ans. Donc déjà, peu d'anticipation pour un tiers des exploitations. Un quart répondent en plus que, ben, il n'y a pas de départ envisagé, c'est-à-dire qu'on n'a pas envisagé leur départ, mais on a déjà décidé qu'ils poursuivront plus longtemps, donc au-delà de l'âge légal à la retraite. Et enfin, il y a quand même 30 des exploitations où le départ est prévu, envisagé
par un repreneur de la famille et seulement 11 par un hors cadre familial. Donc ça pose la question toujours de cette ouverture, de cette faisabilité, de ce potentiel d'installation hors cadre familial qui somme toute est plafonne, hein. Il n'y a qu'un quart des successions prévues qui sont prévues vers un hors cadre et il y a quand même plus de la moitié, des successions qui ne sont pas du tout envisagées. Enfin, la dernière remarque, c'est les petits bâtonnets bleu foncé qui correspondent à des non-remplacements d'associés, mais qui se feront par un démantèlement de l'exploitation ou une fusion. Et on peut être surpris quand même du chiffre faible, tant mieux, pas de restructuration envisagée, mais quand on sait que la restructuration des filières agricoles et notamment de la filière bovin-lait est quand même toujours importante, on peut se poser la question si vraiment, ces chiffres sont, bien réfléchis en termes de potentiel de scission d'exploitation ou de fusion avec d'autres structures. Voilà, après ce rapide aperçu grâce encore une fois aux chiffres transmis par les services de la DRAF, ben, je vous propose de passer, à l'exposé tout de suite à l'exposé suivant, que va faire ma collègue Marie-Christine Pioche de la chambre d'agriculture de Haute-Saône, qui va vous présenter donc, ce premier thème. Bonjour à tous, Marie-Christine Pioche. Donc je vais vous présenter un état des lieux des installations sur la région Bourgogne-Franche-Comté depuis 10 ans. Cet état des lieux a été réalisé, comme vous l'a précisé Franck, par une analyse de la base de données constituée par les services installation des chambres d'agriculture de la région, qui comprend toutes les installations aidées, donc avec une dotation jeune agriculteur validée entre 2013 et 2021. Vous avez donc ici un graphique en histogramme qui vous présente la répartition annuelle de ces installations aidées sur la région. Au total, ce sont 399 installations qui ont été réalisées en système lait standard sur cette période. Ce qu'on entend ici par les standards de plaine, c'est hors AOP du massif du Jura. On a exclu les installations dans le cadre des filières Comté, Morbier, le Gex et Mont d'Or. Ces données comprennent par contre les installations en agriculture biologique. Vous voyez donc une moyenne de 44 installations en lait standard par an sur l'ensemble de la région, avec un creux sur l'année 2015, qui peut s'expliquer à la fois par la fin du dispositif des quotas laitiers qui avait été annoncé et qui a amené une augmentation des installations sur la période précédente. Et aussi en 2015, on était en fin de programme par rapport à la DGA, ce qui peut aussi avoir accéléré les installations avant cette date. Au niveau du maximum, on rencontre 52 installations aidées sur l'année 2019. Alors là aussi, peut-être avec un impact de la fin du dispositif d'aide 2015-2020 et donc une anticipation des installations. Au niveau des profils rencontrés, donc dans cette base de données, on a 95% des installations qui ont été réalisées en société, donc principalement des jeunes qui rentrent en remplacement ou en associés supplémentaires dans des exploitations de type GAEC. Comme l'a dit Franck tout à l'heure, à peu près un quart d'installations qui se font hors cadre familial. Et 21% des installations réalisées en agriculture biologique dans cet échantillon. Un petit point sur la répartition géographique. Donc vous avez ici la répartition des 399 installations sur les départements de la région. Donc on voit la Haute-Saône qui prédomine avec un petit 50% d'installations. Le deuxième département sur le podium, c'est la Saône-et-Loire avec 15% des installations.
puis le Doubs avec 13%, donc principalement sur la zone basse. Les installations sur les autres départements pesant beaucoup moins. Enfin, on a la Côte d'Or aussi à 12%. Donc, en termes d'analyse, on a voulu regarder quel était le montant moyen de reprise sur cette base de données. Ayant des données un petit peu différentes entre la zone ex-zone Franche-Comté et les données des chambres de Bourgogne, on a fait 2 analyses séparées sur ces 2 entités. Donc ici, les montants de reprise rencontrés sur les exploitations situées en Franche-Comté, qui représentent 227 des 399 installations de notre base de données. Donc, je vous présente ici un graphique en boîte à moustaches pour vous présenter les montants de reprise en euros par litre des différentes années entre 2013 et 2021. Vous trouvez ici sur la gauche une petite explication de la lecture de ces boîtes à moustaches pour les personnes qui ne seraient pas habituées à cette présentation. Donc ici, en très plein, vous trouvez la médiane des montants d'installation pour cette année-là. Alors, je vais vous présenter par rapport à l'année 2015. On trouve ici une médiane à 0,15 € le litre. Et la croix ici présente la moyenne des valeurs de montant de reprise pour cette année 2015 qui se situe à 0,20 € le litre. Donc, je vous rappelle que la médiane, en fait, c'est la valeur qui sépare notre public en 2 groupes égaux 50% de valeur en dessous, 50% de valeur au-dessus. Donc, on va plutôt s'attacher à la médiane dans cette analyse. Et donc, la médiane des montants de reprise pour cette période sur la zone Franche-Comté est de 0,18 € le litre. Donc, montant de reprise qui intègre, donc on l'a vu dans la majorité des cas, des installations dans le cadre sociétaire, donc le plus souvent des rachats de parts sociales, mais qui peuvent être aussi des achats de capitaux dans le cadre de reprise d'exploitation. Le constat qui est fait, c'est une importante disparité, une importante dispersion des résultats annuels, avec une variabilité marquée, par exemple, entre 2015, où on est à 0,15, et 2013, où on est à 0,21 € le litre de reprise. Cette dispersion peut être expliquée d'une part par la disparité des systèmes sur la région. On va trouver des systèmes plus spécialisés lait, mais aussi des exploitations de polyculture élevage, où donc le montant de la reprise de l'atelier SCOP est ici divisé par les litres de lait produits. On va aussi avoir comme explication de la diversité des contextes d'installation qui peuvent être différents entre, comme je le disais tout à l'heure, des reprises de parts sociales dans le cadre de sociétés ou des rachats d'exploitation qui vont se placer soit dans le cadre familial, soit hors cadre familial. Par rapport à cette question, justement, on a regardé si on rencontrait des différences de montant de reprise entre les installations réalisées dans le cadre familial et celles réalisées hors cadre familial. Donc, à nouveau, une boîte à moustaches qui vous présente donc ici les montants de reprise dans le cadre familial, donc pour un échantillon de 140 exploitations, et ici les installations hors cadre familial pour un échantillon d'une bonne quarantaine d'exploitations. Le constat, c'est qu'on n'a pas de différence significative entre les médianes de ces 2 groupes. Hors cadre familial, on est à 0,17 € le litre et à 0,18 dans le cadre familial. Donc, pas de différence significative, mais cependant,
on peut lire ici une disparité plus importante sur les montants de reprise dans le cadre hors cadre familial, qu'on visualise ici par l'écart entre la médiane et la moyenne. On a une moyenne qui est aspirée par des valeurs beaucoup plus élevées qui ne sont pas présentées sur le graphique ici. Une autre question qu'on a voulu creuser, c'était de savoir est-ce qu'il y avait une incidence, un lien entre la conjoncture laitière et les montants de reprise dans le cadre de l'installation. Pour ce faire, donc on a affecté un montant moyen de prix de lait annuel pour chacune de nos 9 années analysées, entre 2013 et 2021. En fait, on a pris des valeurs repères issues du réseau Inosis, donc un prix moyen du lait annuel. Donc, sur ces 9 années, on a rencontré 6 prix moyens annuels. Et donc, pour chacun de ces prix moyens, on a regardé quel était le nombre d'installations réalisées en face. Et donc, vous avez ici le nombre d'installations qui va être lu sur le bâtonnet avec l'échelle située ici à droite. Donc, premier constat, on voit que malgré l'augmentation du prix du lait payé, on n'a pas une augmentation en face du nombre d'installations réalisées par an. Pas de linéarité entre le prix du lait et le nombre d'installations. Une autre info supplémentaire qu'on a amenée sur ce graphique, que vous avez ici avec la courbe, c'est le montant de la reprise en euros par litre. Et là aussi, pas de linéarité entre l'évolution du prix du lait et les montants de reprise. Donc on aurait pu s'attendre à avoir une courbe linéaire vers le haut avec des montants de reprise plus élevés quand le contexte était plus favorable. Donc, pas d'influence directe du montant du prix du lait sur les montants de reprise, qu'on peut expliquer par l'inertie, le décalage entre le moment de la réflexion de l'installation et sa réalisation effective, et également le fait qu'un projet d'installation se raisonne sur le long terme. Et donc, les éleveurs savent bien la variabilité conjoncturelle du prix du lait. Et donc, l'objectif, justement, c'est de sécuriser son projet sur le long terme et donc de ne pas s'arrêter au prix du lait actuel. Une autre approche qu'on a réalisée, liée aussi aux infos, à la base de données qu'on avait sur les installations de Bourgogne, où là, on n'a pas le montant de reprise seul, mais on a un montant de reprise auquel s'ajoute le montant des investissements prévus sur la période de l'étude du projet d'installation. Donc, sur les 4 ans pour ces dernières années. Comme tout à l'heure, je vous présente ici l'évolution annuelle de ces montants de reprise plus investissement ramenés au litre de lait produit sur l'exploitation. Toujours la lecture sous le format boîte à moustache avec en très plein les médianes. Donc ici aussi, une grande diversité des résultats annuels, une dispersion importante qui va s'expliquer à la fois par la diversité des montants de reprise qu'on a expliqué précédemment, mais aussi par des niveaux d'investissement qui peuvent être très variables en fonction du projet d'installation donc qui vont intégrer, ils peuvent intégrer dans le cadre des exploitations en lait standard un projet bâtiment par exemple, si l'installation amène à une augmentation de la production sur l'exploitation, mais ils intègrent aussi tout ce qui va être renouvellement de matériel qui peut être prévu sur la durée du projet d'installation. Donc, une diversité des profils par rapport à ça, et on peut faire le constat qu'on n'a pas une tendance à la hausse marquée malgré
l'augmentation du prix des matériaux, hein, des biens de bâtiments ou de matériel. On sait que la conjoncture est plutôt défavorable sur cette partie-là, mais on n'a pas une tendance à la hausse pour autant des montants investis par les JA. Une autre présentation de ces données. Alors, je ne vous ai pas précisé que les données de Bourgogne, ici présentées, elles concernent 139 installations. Donc, le graphique précédent également porte sur 139 données. Je vous présente ici maintenant l'analyse du montant, toujours reprise plus investissement, ramené à l'hectare de SAU, en fonction du litrage produit sur l'exploitation, ramené à l'hectare de SAU également. On retrouve nos 139 installations ici, avec des montants. Donc on voit quand même une tendance à une dispersion plus forte quand le litrage par hectare de SAU augmente. Donc l'augmentation de la production peut amener des investissements plus importants. On a un groupe un peu plus recentré ici, avec des litrages plus faibles. Mais cependant, on garde une grande disparité des montants, hein. Vous voyez ici des montants qui peuvent aller jusqu'à 10 000 à 12 000 euros de l'hectare. Quand donc le repère qu'on retiendra, il est à hauteur de 2163 euros de l'hectare, euros par hectare de SAU, pour une production laitière moyenne qui se situe autour des 3100 litres par hectare. Donc là aussi, cette dispersion, elle va s'expliquer par des profils de système relativement variés au niveau de l'intensification, au niveau des systèmes fourragers, et aussi de la diversité des systèmes avec de la polyculture élevage qui vient diluer le litrage à l'hectare. Une dernière analyse pour regarder si on avait des différences significatives au niveau géographique en termes de montant reprise plus investissement. Donc on retrouve ici, sur ce graphique histogramme, le nombre d'installations sur des classes de montant de reprise plus investissement au litre. Vous retrouvez ici en violet les installations de Côte d'Or, qui se répartissent avec une augmentation du nombre, avec les montants qui augmentent. Et donc ici en rouge, le Jura, en jaune, la Nièvre, avec un peu moins d'installations. Le gros bloc vert de la Saône-et-Loire, et puis en bleu, les installations dans l'Yonne. Je vous ai remis ici, en dessous de chaque département, la médiane des montants de reprise plus investissement au litre pour chacun des départements. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est des montants plus élevés pour les départements de la Côte d'Or et du Jura, hein, respectivement à 0,92 et 0,98 euros le litre, par rapport aux autres départements de Bourgogne, quand, je vous le rappelle, la moyenne, elle était à 0,78 euros le litre. Voilà sur ce volet d'analyse de la base de données des services Audazea. Donc, je remercie encore bien nos collègues de ces services de nous avoir fourni ces données. Et je passe la parole à Mathilde pour la suite de la présentation. Merci Marie-Christine. Et ben moi, je vais prendre la suite avec comme objectif de répondre à la question comment s'en sortent les agriculteurs qui se sont récemment installés. Enfin, plus exactement, comment s'en sortent les exploitations dans lesquelles des agriculteurs se sont récemment installés, puisqu'en fait, on a généralement un chevauchement des générations dans les exploitations et un mélange entre des personnes plus âgées et des personnes plus récemment installées. Moi aussi, je vais remercier des collègues, Thierry Perrodin et Ogier, qui ont extrait ces données et qui sont importantes pour que je puisse vous les présenter aujourd'hui.
Donc les données, elles sont extraites comment dire, des comptabilités d'agriculteurs de la région. On a là 650 exploitations qu'on a pu analyser sur l'exercice 2021 en extrayant à chaque fois la date du dernier installé. Donc en fait, j'ai réparti ces 650 exploitations en 3 groupes. Le groupe bleu, c'est le groupe des exploitations. C'était pas 650, c'était 567 exactement. Donc, dans ce groupe, on a 60% environ des exploitations en bleu qui ont connu une installation avant 2012. Donc, c'est ceux qu'on va appeler les installations anciennes. En orange, c'est les exploitations qui ont connu une installation dont l'installation la plus récente a été entre 2013 et 2017. Et en jaune, on a le groupe, donc qui compte à peu près un quart du groupe. On a le groupe des exploitations qui ont connu une installation en 2018 ou ensuite, ou depuis 2018. Voilà, donc on se rend compte déjà que ça fait un lien avec ce que disait Franck. Finalement, on a une population en lait qui est relativement plus jeune que sur l'ensemble des exploitations de la région. Et on voit que finalement, on a 40% des exploitations de la région en lait de plaine, parce qu'en lait AOP, ce sera sans doute encore plus important. Donc 40% des exploitations de la région qui ont connu une installation dans les 10 ans. Donc finalement, ça montre que les installations se font, peut-être pas à un rythme suffisant, mais malgré tout, on en observe sur une part importante des exploitations. Alors, où ces installations ont-elles lieu? Là, je vous ai mis tous les départements de la région, à part la Nièvre, pour lequel j'ai pas réussi à avoir les données. Donc on a en jaune les installations les plus récentes. Et en orange, les installations entre 2013 et 2017. Donc, c'est le pourcentage par rapport à l'ensemble des exploitations de chaque département. Donc, on voit que dans le 71, c'est là qu'il y a eu le plus d'installations, où la plus grande proportion d'exploitations laitières a connu une installation dans les 10 dernières années, puisqu'on est pas loin de 50% des exploitations de Saône-et-Loire qui ont eu une installation depuis 10 ans. Attends, il faut que je mette mon pointeur. Voilà. Donc on a 3 départements qui se détachent un peu des autres, le 71, donc la Saône-et-Loire, le Doubs et la Côte d'Or, qui ont connu de façon substantielle plus d'installations que les autres départements. Après, on voit que le 39 a un profil un peu particulier parce c'est lui qui a connu le moins d'installations en proportion sur l'ensemble de ses exploitations. En revanche, il fait partie du peloton de tête pour les installations après 2018. Donc peu d'installations sur 10 ans, mais un nombre important sur les dernières années. Notons que là, c'est donc la proportion sur le total des exploitations dans chaque département, mais que donc la Haute-Saône là se trouve un peu en bout de course sur ce critère-là. Mais par contre, si on ramenait sur l'ensemble des exploitations, c'est finalement toujours en Haute-Saône qu'il y a le plus d'installations. Donc pas en proportion, mais en valeur, puisque c'est là qu'il y a aussi le plus d'exploitations laitières. Donc même si il y a seulement 35% des exploitations de Haute-Saône qui ont accueilli une installation, comme elles sont beaucoup plus nombreuses, finalement, ça représente une proportion importante de l'ensemble des installations de la région. Donc voilà, des installations plutôt dynamiques. On va voir maintenant si les résultats... Alors, on va décrire déjà les exploitations sur lesquelles il y a des installations. Alors cette diapo, je pensais vous la masquer, mais vous l'aurez de toute façon dans le diaporama. On a 3 groupes ici. On va surtout regarder le groupe avant 2012 et le groupe après 2018 pour voir comment se creusent les écarts. Ce qu'on voit en fait, c'est que les exploitations avec des installations récentes sont sensiblement plus grandes, et ça pour tous les facteurs de production. Donc elles ont plus d'actifs. Elles ont une bien plus grande SAU, elles ont plus de surface fourragère, plus de scope et bien plus de vaches laitières. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait en proportion. Donc ici, avec un radar, on se rend un petit peu plus compte. En bleu, vous avez le groupe des installations avant 2012 et en jaune, celle des installations après 2018.
Donc, on a des facteurs qui augmentent seulement de 20% entre les deux, c'est la SAU et les vaches laitières. Et ensuite, plus on descend, là, plus l'écart se creuse en fait entre les deux types d'exploitation. On a 25% de plus de main-d'œuvre, tout confondu, main-d'œuvre familiale et salariée, et 25% aussi de lait en plus chez les exploitations récentes. 30% de scope en plus, 40% du taf en plus et 45% de capital en plus. Donc finalement, c'est des systèmes où on a finalement on va le voir un peu plus tard, hein, un peu, si on compare la SAU ou les vaches divisées par le nombre d'actifs, on va se rendre compte que la productivité du travail, elle va plutôt être un petit peu moins importante dans les exploitations avec une installation récente. En revanche, la concentration du capital va être par actif, va être bien plus importante dans les exploitations récentes. Et là, ça boucle avec ce dont parlait Marie-Christine, avec le coût de la reprise. Les reprises coûtent cher, c'est des installations très capitalistiques et on va voir que c'est un facteur important pour expliquer les résultats des exploitations. Et on verra aussi plus tard, donc là c'est une photographie de nos deux groupes en 2021, celles qui n'ont pas connu d'installation récemment, celles qui ont connu des installations récentes. Un petit peu plus tard, on va se refaire le film et on va se demander comment elles sont arrivées à ces profils-là. Est-ce que c'est seulement dû à l'installation ou est-ce que même avant l'installation, ce groupe jaune était plus grand que le groupe bleu? Donc, la productivité du travail et la productivité des hectares. Ce dont on se rend compte, c'est que les exploitations qui ont connu des installations récentes, elles ont une productivité par hectare si on la compte en volume vendu par hectare de surface fourragère, qui est plus importante. En revanche, tous les autres critères de productivité sont plus faibles dans ce groupe des installations récentes. Donc on a on a 200 litres de moins, non pardon, pour les vaches laitières aussi c'est plus important. Donc on a aussi 200 litres de plus par vache laitière chez les récemment installés. En revanche, si on compte le nombre de vaches par actif, la SAU par actif et même la SCOP par actif, finalement, on a une productivité moindre chez ces récemment installés. Voilà, donc là je l'ai remis par radar, mais c'est finalement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Donc une productivité plus importante par vache et par hectare, mais en revanche une productivité moindre par actif agricole. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que en première analyse, les marges brutes laitières sont vraiment très très proches. Il y a 1 à 2% de différence sur la marge brute aux 1000 litres entre les deux groupes, au profit des plus récemment installés. On est vraiment, que ce soit sur le coût alimentaire, les charges véto, les frais d'élevage, les frais de la surface fourragère, on est très, très proche. Et finalement, ce qui leur permet de dégager un tout petit peu plus de marge en plus, c'est ces 6 € de différence sur le prix du lait à l'avantage des installations les plus récentes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que techniquement, on est sur des pratiques qui, dans nos chiffres, ont l'air assez proches. Peut-être que sur le prix du lait, on peut avoir des effets démarche qualité. C'était dans le chat tout à l'heure, on nous a demandé si on avait laissé les AOP de plaine et les IGP dedans, donc il y a bien dedans, donc si ça se trouve, ils sont peut-être un peu plus représentés dans les installations récentes. Puis il peut aussi y avoir un travail sur la qualité du lait qui permet à certains de dégager un prix du lait un tout petit peu plus important. Alors, en termes d'équilibre économique, je vous l'ai dit, hein, plus grande productivité du travail chez les installations les plus anciennes. Donc là, si on regarde le produit lait par UTH, il est plus important chez les installations les plus anciennes, en dépit des 6 € de différence sur le prix du lait. Donc ce prix du lait légèrement supérieur rattrape un peu le moindre volume de lait produit par actif, mais il n'est pas suffisant pour complètement le compenser. Sur les autres produits, donc les produits de la SCOP, la vente des cultures, les aides,
ou les autres produits, finalement, on est très proche sur les 2 systèmes. Donc la somme de l'ensemble des produits de l'exploitation par actif, est quasiment identique dans les 2 systèmes. Vous voyez, on a 4 000 € de différence par UTH entre les installations les plus anciennes et les installations les plus récentes. C'est vraiment un mouchoir de poche. En revanche, la différence va se faire sur la rentabilité économique, c'est-à-dire, sur la capacité à produire finalement, ce lait et ces cultures en mobilisant un petit peu moins de charges. Sur les charges opérationnelles, on est très, très proche. On est à 66 000 € les 1 000 litres pour les installations les plus anciennes, 64 000 € pour les installations les plus récentes. En revanche, c'est sur les charges de structure et là, finalement, on a l'effet, taille des exploitations et finalement, économie d'échelle qui va permettre aux 1 000 litres, non pas aux 1 000 litres, aux actifs d'être à 51 000 € dans les exploitations les plus anciennes contre 47 000 € dans les installations les plus récentes. Et finalement, c'est cette meilleure rentabilité économique chez les installations les plus récentes qui va permettre d'arriver au même équilibre. On a un EBE où il y a seulement 1 000 € d'écart, entre les plus anciens et les plus récents. Donc finalement, grâce à la rentabilité économique et à une meilleure efficience de leurs charges, les exploitations ayant connu des installations les plus récentes vont aller rattraper leur faible productivité du travail. Voilà, donc ça, c'est un tableau qui vous redonne ces éléments-là, hein. On part d'une marge brute au millilitre qui est quasiment identique. Le BE sur produit brut, il qualifie la rentabilité économique. On voit que finalement, les installations les plus récentes font mieux avec un EBE sur produit brut de 33 quand il est seulement de 30 chez les installations les plus anciennes. En revanche, et ça c'est le gros point noir pour ces installations les plus récentes, c'est le poids de la reproduction finalement des amortissements et frais financiers, si on les compare à l'EBE, c'est-à-dire le poids, de de la reconduction de l'outil. Donc on va, avec les amortissements et frais financiers, mesurer finalement le poids de cet outil, dans l'équilibre économique. Et là, on est seulement à 43 chez les, installations les plus anciennes avec un certain nombre d'outils qui doivent être amortis et donc qui ne comptent plus dans cet équilibre économique. Tandis que dans les installations les plus récentes, on va avoir à faire face à des amortissements qui sont encore très, très importants et qui vont venir, siphonner finalement l'effet de la rentabilité qui était meilleur dans ce groupe-là. Et on se retrouve avec un résultat courant par UTAF qui est, quasiment identique dans les 2 systèmes. Donc finalement, ils arrivent au même résultat courant par UTAF, mais par des chemins différents. Une plus grande productivité de la main-d'œuvre dans les installations les plus anciennes et une économie d'échelle pour les installations récentes. Alors ça, je sais pas, ça fait partie aussi des diapos que je vais avancer un peu vite parce que sinon on va pas je vous laisserai regarder ça, tout seul, sinon on va pas arriver jusqu'au bout. Maintenant, on a regardé une photo en 2021, on va regarder un peu un film et on va se demander comment les exploitations, des 2 groupes en sont arrivées là. Alors pour un film, je suis obligée de comparer, un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, ce sera l'exercice 2017 et le point d'arrivée, ce sera notre exercice 2021 qu'on a déjà regardé jusqu'à maintenant. J'avais pas les données pour l'ensemble des exploitations de l'échantillon pour ces 2 exercices. En fait, vous voyez là, sur l'ensemble de l'échantillon bleu des installations les plus anciennes, j'en avais que 101 pour lequel j'avais les 2 exercices et dans l'ensemble du groupe, avec des installations depuis 2018, j'en avais que 37. Donc c'est ces 101 exploitations et 37 exploitations que je vais comparer, contrairement à avant où j'avais des groupes plus importants. Ce qui explique aussi les écarts que vous allez voir sur les chiffres 2021 puisqu'on ne compare pas exactement le même groupe. Là, on compare seulement un sous-groupe. Alors à chaque fois, vous avez, pour un certain nombre de données, vous avez, le point de départ qui va être l'histogramme le plus clair et en plus sombre là au-dessus, vous allez avoir un chiffre qui va vous donner la valeur de l'évolution entre 2017 qui est en clair, donc le bâton en clair, et 2021 qui est le niveau qu'on atteint si on fait la somme du bâton clair et du bâton plus sombre.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur la main-d'œuvre totale, les UTH, dans les installations les plus anciennes, il y a eu, qu'une évolution très, très mineure entre, 2017 et 2018. On a gagné que 0,1 UTH. Tandis que dans les installations les plus récentes, en moyenne sur notre groupe, on a gagné 0,3 UTH entre 2017 et 2021. Donc rappelons que dans ce groupe jaune, il y a eu une installation entre les 2 exercices, tandis que dans le groupe bleu, il n'y a pas eu d'installation. Ça veut dire que s'il y a eu une installation dans ce groupe jaune, on peut imaginer qu'il y ait un UTAF ou au moins un demi-UTAF qui soit arrivé entre les 2 exercices, 2017 et 2018, et en fait, on ne voit pas une augmentation de 1 UTH. Donc sans doute que, suite à cette installation ou avant cette installation, en tout cas entre 2017 et 2018, il y a eu l'arrivée de quelqu'un et il y a eu le départ d'une autre personne. Donc l'arrivée a remplacé finalement le plus souvent, soit le départ d'un associé, soit le départ d'un salarié. Donc la main-d'œuvre ici, la SAU là, qui augmente, seulement de 0,6 hectares dans le groupe bleu et de 25 hectares dans le groupe, jaune. La taille du troupeau, 4 vaches de plus dans le groupe bleu, 15 vaches de plus dans le groupe jaune. Le lait vendu, le capital d'exploitation, tout ça augmente bien plus vite dans le groupe des installations récentes que dans le groupe des installations anciennes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même au début, là où il y a eu des installations en 2017, avant même l'installation, les exploitations du groupe jaune, elles étaient plus grandes, quel que soit le critère qu'on choisit. Elles produisaient plus, elles étaient plus grandes, elles avaient plus de capital d'installation. Donc finalement, les jeunes se sont installés sur les exploitations qui étaient déjà les plus grandes. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous les facteurs ne croissent pas à la même vitesse et qu'on a, une croissance du capital qui est explosive et qui croît, beaucoup plus vite que les autres facteurs de production. Donc ça va toujours dans le sens d'une capitalisation croissante, qui se qui arrive au moment de l'installation, qui est concomitante à l'installation. Là, regardons des critères techniques, la comparaison entre 2017 et 2021. Sur le prix du donc là, en fait, on a, dans les installations récentes, un meilleur prix du lait et un litrage par vache qui est plus importante, heu, si on regarde les chiffres 2021, que celui chez les installations les plus anciennes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les installations les plus anciennes, elles ont eu des croissances de ces facteurs-là entre 2017 et 2021 qui a été plus importante. Donc en fait, les installations les plus anciennes ont eu tendance à diminuer l'écart, si on compare aux installations les plus récentes. L'écart est beaucoup moins important en 2021 qu'en 2017. Alors même qu'elles arrivent alors le coût de l'aliment a beaucoup progressé entre 2017 et 2021. C'est dû à la fois, au prix des aliments, mais c'est aussi dû aux sécheresses qu'on a traversées entre les 2. Et finalement, on a un coût qui était plus bas chez le groupe bleu, en 2017 et qui a moins augmenté entre les 2, que dans le groupe jaune. Donc finalement, le groupe des installations les plus anciennes, il rattrape son retard et ça à moindre coût. Alors, comment évoluent les stratégies finalement si on essaye d'avoir une vision globale? Dans les installations les plus anciennes, la productivité du travail dont on avait dit qu'elle était plus importante là, si on mesure en lait par UTH, elle était plus importante en 2021 si on la comparait aux installations les plus récentes. Vous voyez que là, c'est toujours ce qu'on voit sur notre histogramme. En revanche, elle croît seulement de 3% entre 2017 et 2021. Tandis que dans le groupe jaune, elle croît de 9%. Donc finalement, les installations les plus anciennes, il y a une croissance de la productivité du travail, mais peut-être un phénomène de plafonnement de la productivité du travail qui fait qu'elle augmente moins que dans les installations récentes. Dans ce groupe bleu, on a une rentabilité qui chute. Donc le BE sur produit brut chute de 2% entre 2017 et 2021, tandis qu'elle croît de 1% dans notre groupe des installations les plus récentes. Donc là, ils vont vraiment aller creuser l'écart. Les plus jeunes vont réussir à creuser l'écart sur la rentabilité économique. Et enfin, le capital d'exploitation. Donc voilà, on a plutôt une amélioration de la situation chez le groupe des installations les plus récentes, puisqu'ils arrivent à augmenter leur productivité sans dégrader leur rentabilité.
En revanche, ça se fait au coût d'une capitalisation qui est 2 fois plus importante et 2 fois plus rapide chez les installations les plus récentes. Ce qui siphonne les résultats avec, un résultat courant par UTAF. Alors là, on n'est pas sur les mêmes résultats que tout à l'heure parce que, on n'a pas le même groupe. Mais on se rend compte, finalement que le groupe jaune, en dépit de ces stratégies qui sont plutôt gagnantes, voit ses résultats siphonnés par, les amortissements et frais financiers. Voilà, donc dans les pistes pour améliorer ça, il faut, être très, très, vigilant sur les coûts de reprise, et sans doute que faire accepter de prendre en compte la valeur économique plutôt que la valeur patrimoniale des exploitations est une piste qu'il faut absolument creuser si on veut continuer à installer des jeunes. Il faut aussi être vigilant sur, le raisonnement de l'investissement et ne pas se demander: «Qu'est-ce que j'ai la capacité d'acheter? Est-ce que je peux m'acheter ce tracteur?» mais plutôt: «Est-ce que ce tracteur est l'investissement le plus judicieux?» Et pour répondre à cette question sur, le fait qu'un investissement soit judicieux ou pas, il faut se poser la question de, ma stratégie globale. Est-ce que ma stratégie, c'est plutôt une stratégie volume? Et dans ce cas-là, je vais avoir intérêt à avoir, un coût de production le plus bas possible et ça va passer finalement par, peut-être des investissements qui pourraient être portés, enfin une externalisation des capitaux par exemple, ou avoir des investissements plus simples, plus économiques pardon, du style, stabulation simplifiée, mutualiser certains investissements et puis aller vers une saturation, aussi bien de la main-d'œuvre que des bâtiments et du matériel. Donc ça, c'est la stratégie volume et à côté, on pourrait avoir une stratégie plutôt autonomie et valeur ajoutée en essayant, d'ajuster finalement la taille de son cheptel à ses capacités d'alimentation, par exemple, ou à la main-d'œuvre qu'on a de disponible sur l'exploitation et se dire: «Finalement, je vais chercher, à réduire mes charges au maximum et à avoir un gain lié à la valeur ajoutée». Donc ça, cette stratégie fonctionne aussi si on a un prix de vente qui permet de valoriser les éventuels, les efforts d'autonomie et de valoriser le fait, par exemple, d'alimenter avec du pâturage ou de s'engager sur une autonomie alimentaire, comme ce qu'on voit, par exemple, dans les AOP de plaine. Voilà, j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti, je crois qu'on va passer aux questions là. C'est ça Franck? Oui, merci, Mathilde et Marie-Christine pour ces exposés. Donc en termes de questions, il y a eu des questions autour de l'analyse des les exploitations prises en compte. Mathilde, je te remercie, tu as répondu dans le chat. Mais pour tout le monde, tu posais les mêmes questions. Est-ce que les il y a une question sur les AOP de plaine, est-ce qu'elles sont prises en compte? Quand on vous dit qu'on parle de lait standard, c'est un peu galvaudé, voire beaucoup. En fait, on parle de lait, d'exploitation lait qui ne produit pas du lait pour les AOP du massif du Jura. Voilà, c'est pas évident de l'écrire court et de le dire simplement. Donc tout ça pour vous dire que toutes les autres AOP que sont les poisses, le chaours, beurre et crème de Brest sont bien intégrées à nos analyses. L'autre Clair. sur les diaporamas qui seront disponibles à l'issue de ces webinaires. Donc oui, je réponds par l'affirmative. Et puis enfin, je me suis aperçu dans le diaporama, la première diapo, on a mis tous les logos. Je vous ai dit que les champs des cultures, les conseils élevage étaient associés. Bien entendu, c'est tous les conseils élevage, y compris ceux pour lesquels j'aurais omis, par erreur de ma part, d'oublier un logo. Je pense notamment à nos amis d'Axel, le conseiller élevage de Saône-et-Loire et de l'Ain. Donc les données de Saône-et-Loire sont prises en compte, donc Axel est bien un partenaire, on leur remercie. Il y a une autre question qui vient d'apparaître. Oui, avec Valentine Laurès qui demande on sait quelle est la part dans les investissements qui est représentée par les mises aux normes. Moi, dans les chiffres, j'ai pas ces éléments-là. Je sais juste qu'on avait conduit une autre étude sur une zone, un peu plus large, en 2019 et que il y avait 33 des investissements qui étaient qui étaient investis dans le matériel, 55 dans les bâtiments et 12 dans le cheptel lors des installations. Donc voilà, la mise aux normes faisant partie des 55 dans le bâtiment, mais ça peut aussi recouvrir plein d'autres choses. On n'aura pas de distinction entre l'acquisition d'un nouveau bâtiment et la partie mise aux normes. Non, l'agrandissement, l'aménagement pour mettre un robot, ça peut recouvrir vraiment beaucoup de choses.
Je ne vois pas. Si, il y a une réponse de Valentine. Donc, ce sont des investissements à prévoir plus tard pour les exploitations n'ayant pas installé récemment de jeunes. Tout à Dans fait. l'augmentation des troupeaux et réduction des surfaces et des fenêtres d'épandage. Oui, il peut y avoir des décalages, hein. C'est vrai que peut-être que là, dans les résultats qu'on a entre les installations les plus anciennes et les plus récentes, peut-être que certains investissements se feront à plus long cours. Et que ça va tomber au moment où la réglementation va se durcir, ouais. Ok, je vois pas d'autres questions. De toute façon, on aura une deuxième série d'échanges à la fin du webinaire. Donc, si des questions vous viennent, y compris sur ces premiers exposés, n'hésitez pas à les formuler. Il n'y a pas de souci. On est entre nous. Donc, maintenant, on va passer à un témoignage vidéo qui va permettre d'illustrer concrètement le thème de l'installation. Et ensuite, c'est Frédéric Desmarais de la Chambre d'agriculture du Jura qui décrira un deuxième témoignage sur une exploitation particulièrement intéressante avec une évolution, un historique de la structure qui va être intéressant à étudier. Donc maintenant, la vidéo. Oui, alors moi c'est Rémi Chaudet. Je suis installé depuis le 1er janvier 2022 à Colombier avec mon père et mon cousin. J'ai fait un bac STAV à Vesoul et après j'ai fait un BTSPA en alternance. Bon, mon installation c'est simple. Au départ je devais reprendre une ferme et puis ça s'est pas fait. Du coup plus les années se sont passées, mon oncle s'approchant de la retraite, on a décidé de ne pas vouloir s'agrandir et puis de reprendre, que je reprenne la place de mon oncle. J'ai juste racheté les parts sociales de mon oncle. Du fait que c'est familial, ça s'est quand même pas trop mal passé de ce côté-là. On s'est mis autour de la table un jour et puis on a fait les estimations, puis voilà. Ouais, lors de mon installation, j'ai eu une attribution de 200 000 litres de lait. Donc ça, on s'y était un peu préparé quand même un peu en avance. On a pu les produire dès la première année. L'outil de travail était déjà là, le bâtiment était déjà dimensionné pour faire plus de lait. Donc je suis allé à la chambre, au point installation. Après nous, c'était déjà rapproché du centre de gestion pour tout ce qui était estimation des parts sociales, tout ce qui était montage financier avec les banques. L'exploitation, aujourd'hui, on est 3 associés, mon père, mon cousin et puis moi. Avant, c'était tout mon père qui gérait tout seul autant le troupeau de Salers que de vaches laitières. Et quand je suis revenu, j'ai déjà repris tout ce qui était robot. Suite à mon installation, on a eu des projets. Là, on va monter des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Avec mon installation, c'est d'essayer qu'un tout seul puisse s'occuper des vaches. Avant, j'étais salarié, je bossais un week-end par mois. Et puis là, maintenant, j'ai un peu moins de temps un peu moins de temps libre. Mais bon, ça, je le savais très bien avant de commencer. Et après, on a quand même objectif d'essayer d'avoir un dimanche sur 3. Mais bon, il faut pas oublier que quand on s'installe, même si on a un dimanche, s'il y a un coup de bourre ou un problème sur une vache, faut revenir. J'ai fait 10 ans de salariat sur une autre exploitation, et puis j'avais avec un patron où j'étais quand même assez en autonomie. Ça m'a permis d'acquérir quand même un peu de maturité sur certains points, parce que je pense que si on reste chez papa et maman depuis la sortie de l'école, on suit ce qu'eux ils font, et puis alors que là ça m'a permis de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes. Et aujourd'hui, j'essaye d'amener petit à petit l'expérience que j'ai pu acquérir. Moi, j'ai eu la chance d'arriver sur la ferme familiale et que tout fonctionnait bien. Il faut que les associés s'adaptent et nous aussi. On ne peut pas révolutionner une exploitation du jour au lendemain. Il faut faire ça petit à petit.
Après, s'installer hors cadre, faut déjà travailler et puis faire un petit moment avec les personnes. On peut pas arriver un matin en claquant des doigts et se dire ben moi je viens m'installer avec vous. Et puis faut pas oublier que quand on signe le prêt avec la banque, c'est sur 15, 20, 25 ans. Ben, je suis président des jeunes agriculteurs du canton de Vesoul-Sault Port-sur-Saône. J'ai intégré le GI2E Autonomie alimentaire. Et puis ça me permet de voir déjà de sortir un peu de la ferme, de voir d'autres pratiques. De l'installation, il y a des bons, il y a des moments un peu plus difficiles, mais bon, je pense que finalement c'est quand même le positif qui l'emporte. Et puis il faut aller de l'avant, faut quand même penser que ça va aller. Bonjour, Frédéric Desmarais de la Chambre d'agriculture du Jura. Donc, je vais prendre la suite de ce témoignage vidéo avec un autre témoignage. Donc là, on va aller dans le Jura pour étudier la trajectoire d'installation de deux jeunes agriculteurs. Donc, on va au GAEC des Halles à Raon. Alors, le GAEC des Halles à Raon se compose donc en 2023 de 5 associés. Donc, on a deux générations, hein, les parents Marielle et Laurent, qui ont 53 et 55 ans, et leurs deux fils, Benjamin et Antoine, 28 et 27 ans, qui se sont installés, comme on va le voir après dans l'historique. Et ensuite, on a aussi Pascal Vaudry, qui a rejoint la structure, donc qui est complètement hors cadre familial, et il a rejoint le GAEC en 2020. La structure du GAEC, donc vous l'avez sur cette diapositive. Donc on a une surface aujourd'hui qui fait à peu près 400 hectares, avec 150 hectares de cultures destinées à la vente, le reste étant destiné à nourrir le troupeau sur une base maïs en silage, et puis aussi de l'orge autoconsommée. Voilà. Donc ensuite, nous avons un troupeau d'une bonne centaine de vaches, 112 vaches avec de race Holstein, pour au total 267 animaux et 1 200 000 litres de lait vendus à la coopérative régionale, hein, de l'Ermitage. Voilà, on peut noter aussi un petit troupeau charolais qui est historique et qui a été conservé malgré l'augmentation de taille de la structure, avec des ventes de génisses grasses, notamment en vente directe localement. J'ai oublié de signaler que l'exploitation est située donc en Bresse jurassienne, à environ 200 mètres d'altitude, avec une pluviométrie qu'on constate un peu dans la région autour de 600 millilitres. Et peut-être des soucis qui sera à résoudre dans les années à venir, c'est que l'exploitation, elle dispose de 4 sites d'exploitation, ce qui n'est pas toujours simple à gérer. Alors, sur cette première diapo d'historique, on va essayer de retracer un peu le fil et la trajectoire de cette installation pour bien comprendre le développement de cette structure. Donc, au départ, on part avec une exploitation familiale. Et Laurent donc s'installe en 1991 sur la ferme familiale avec ses parents. L'exploitation à l'époque, elle fait 95 hectares, il y a 180 000 litres de lait, il y a 25 vaches allaitantes. Donc après, on va avoir on va dire, au départ des parents, jusqu'en 2006, c'est l'installation de Marielle, donc l'épouse de Laurent. On va avoir une légère augmentation de structure, mais à cette époque-là, on est dans l'époque des quotas, il n'y a pas beaucoup de possibilités de progression. Et vous voyez qu'en 2006, donc 15 ans après, l'exploitation, elle est un peu plus grande, effectivement, 147 hectares. Il y a toujours nos 25 vaches allaitantes et on est à 250 000 litres de lait, donc ça n'a pas énormément progressé.
En 2009, on peut noter quand même la crise laitière. On verra dans les résultats que ça va peser. En 2013, on arrive sur la fin des quotas et il y a possibilité de racheter du litrage, c'est les fameuses TSST. Et donc là, on a 36 000 litres de lait qui sont acquis par l'exploitation qui passent en GAEC. C'est aussi la réforme qui permet de faire des GAEC entre époux. Et donc après, on va rentrer dans une phase de croissance importante avec les 2 installations des jeunes. Donc là, on a Benjamin qui s'installe en premier en 2014 avec une reprise d'exploitation, voilà, ce qui est relativement classique. Et donc il va faire changer de dimension de l'exploitation en ramenant 113 hectares et 240 000 litres de lait, son frère étant apprenti à ce moment-là. Et on retrouve finalement les 3 associés de départ. Là, l'exploitation, elle fait 276 hectares et on passe à 550 000 litres de lait, quasiment doublé, par rapport à la période précédente. Le troupeau allaitant est toujours là. En 2015, c'est l'année des investissements, avec 650 000 € qui sont mis sur la table, et la première mise en place d'un robot double de 100 places, ainsi qu'une stabulation pour les vaches qui va être mise en dehors du village. Antoine s'installe l'année d'après, en 2016. Là, il n'y a pas de reprise de surface. Par contre, il y a la promesse de pouvoir traire 240 000 litres de lait en plus sur 3 ans. Donc l'exploitation passe à 4 associés, en sachant qu'il était déjà apprenti, donc ça ne change pas non plus énormément. Par contre, on change encore de dimension avec 750 000 litres de produits. Et là, symboliquement, on dépasse la barre des 100 vaches. Donc, l'exploitation devient ce qu'on appelle des grands troupeaux. 2019, il faut affronter la sécheresse, qui va peser aussi sur les résultats. On a un projet de méthanisation collective qui va se faire dans le village. Et puis, on atteint la taille de 800 000 litres de lait. Et surtout, là, il y a un changement de race. Donc les exploitants décident d'abandonner la Montbéliarde et de passer en Holstein. 2020, un nouveau tournant avec l'intégration de Pascal Vaudry, donc un voisin qui est un peu en fin de carrière, qui a des problèmes de mise aux normes, etc. Et donc qui intègre le GAEC en tant qu'associé, qui ramène sa ferme. Et là, on atteint la taille actuelle de 400 hectares. On passe à 40 vaches allaitantes et on est proche du 1 million de litres de lait avec 110 vaches. L'irrigation devient aussi nécessaire. À partir de 2021, il y a une certification HVE qui se met en place, de nouveaux investissements, l'achat d'un second robot de 50 places, des ventilateurs, des tapis de sol pour le bien-être des animaux, un bâtiment de stockage, et on commence à réfléchir à du photovoltaïque. 2022, on ramène les silos qui étaient sur d'autres sites proche du bâtiment. Et l'exploitation traite 1 200 000 litres de lait. Donc là, vous voyez qu'on a une forte quand même progression. Hein. En 2016, on était à 750 000 litres de lait. Là, on a on est presque doublé en 6 ans. Et pour 2023, il y a toujours des investissements prévus avec des panneaux photovoltaïques, notamment en autoconsommation, prévus sur le site de Raon. Voilà pour l'historique. Maintenant, on va regarder au niveau des résultats. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors là, vous voyez aussi l'augmentation de la structure avec, dans le temps, hein, avec un certain nombre d'indicateurs. Donc là, on voit bien l'évolution du GAEC entre 2006 et 2022, avec le nombre d'UTAF. Alors, je vais peut-être prendre le pointeur. Voilà, on le voit en fait. Voilà, donc vous avez le nombre d'UTAF là, voilà, qui augmente. On était avec une augmentation sensible jusqu'à 5 associés aujourd'hui. On voit bien la SAU aussi qui est passée de 150, 175 hectares en 2006 à 400 aujourd'hui. On voit le litrage vendu, on était à peine 300 000 litres en 2006 et on est monté jusqu'à... alors là, on est à 1 million de litres, mais en 2022, on a atteint les 1,2 million. Vous voyez également aussi dans le même temps la progression du chargement, le système s'est désintensifié.
on était proche des 1,5 UGB par hectare, et on est passé ici à 1 UGB par hectare. Bon, lié aussi peut-être à la sécheresse, à des choix d'exploitation de désintensifier pour être plus à l'aise au niveau des surfaces fourragères. Et alors après, on peut voir aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la progression de la capitalisation de l'exploitation, avec une explosion quand même des investissements. Là, on était à un actif du bilan qui était autour de 500 000 € en 2006. Et vous voyez qu'on est passé à, on est pas loin de 2 millions d'euros en 2022. Voilà. On va revenir à peine après sur le prix du lait, mais vous pouvez noter quand même, alors on a l'impression qu'il est un peu écrasé le prix du lait, mais vous voyez qu'il y a quand même ici on a une baisse du lait qui était pas bien haut en 2009. Le lait va progresser quand même, avec un pic qui va monter quasiment à 400 € en 2015, 389 €. Par contre, il va redescendre l'année d'après. Voilà. Et c'est qu'à partir, finalement, on a une nouvelle baisse aussi en 2019, et à partir de 2020, le prix du lait va monter. Bon, puis après, aujourd'hui, vous savez qu'avec la conjoncture, pour 2022, on n'a pas les chiffres, mais le prix du lait a aussi fortement augmenté. Alors, au niveau de la performance, sur ce second graphique, ce qu'on peut voir... Ah, pardon, je vais trop vite. Oui, sur ce qu'on peut voir sur ce second graphique, donc qui représente les courbes d'efficacité du système, en représentant l'annuité sur l'EBE et l'EBE sur produit. Alors, il faut d'abord dire que l'EBE a fortement progressé pendant ces années. Sur la période 2006-2021, il est passé quand même de 100 000 € en 2006, avec une baisse en 2009 avec la crise laitière à 55 000 €. Il est monté à 400 000 € en 2021. Et il est encore en progression, a priori, en 2022. On peut voir quand même 3 phases. Alors, une première période d'investissement, à peu près ici, où on voit que les résultats sont en baisse. L'annuité progresse fortement parce qu'on a des investissements, mais on a aussi un EBE qui s'est dégradé. Donc, le critère annuité sur EBE se dégrade et devient un petit peu problématique quand même, avec plus de 70% d'EBE sur produit. D'annuité sur EBE, pardon. Tandis que l'EBE sur produit, donc l'efficacité du système diminue. Là, on a un prix du lait qui est faible, et puis bon, voilà, il y a des... il faut maîtriser le système. Après, on a quand même un grand plateau ici de 2010 à 2015, où les résultats peinent à s'améliorer. 2016 marque un peu un tournant, avec un redressement sensible de l'EBE, alors que le prix du lait baisse. Là, on a quand même eu l'installation des jeunes, l'exploitation, elle traite beaucoup plus de lait. Il y a des investissements peut-être qui se sont arrêtés et qui n'ont pas encore pris le relais en termes d'annuité. On voit que derrière les 750 000 € d'investissement de la fin de l'année 2015 vont se traduire quand même rapidement par une reprise de l'annuité sur l'exploitation. On va repartir à la hausse avec des résultats, une efficacité du système qui va de nouveau se dégrader. Alors là, on peut peut-être mettre ça sur le compte aussi, voilà, il y a l'installation des jeunes, il faut se recaler, se réorganiser. Il y a eu quand même des lourds investissements. Il y a le changement de race, comme je vous l'avais dit, en 2019, il me semble. Et puis, voilà, on a des résultats qui sont encore assez mitigés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la dernière période, et qui se prolonge aussi en 2022, même si on n'a pas les chiffres, on les connaît à peu près, on voit un net redressement de la situation, avec un EBE qui devient important, et le niveau d'investissement reste élevé, mais ça permet de faire rebaisser le ratio annuité sur EBE sous des ratios que les banquiers vont considérer comme étant intéressants, parce qu'on est en dessous de 50%, et surtout aussi un EBE sur produit qui repasse la barre des 40%, ce qui est quand même plutôt intéressant en termes d'efficacité du système et donc de maîtrise des facteurs de production par les exploitants. Après, on peut se poser la question sur ce dernier graphique de la durabilité du système.
Alors, comment on peut apprécier un peu ça? On peut regarder, donc là, je vais vous présenter l'aide sur EBE, la courbe bleue, le taux d'endettement, la courbe grise, et puis le nombre de BE qu'il faut pour payer l'actif. Je vous expliquerai ce critère-là. Alors, l'exploitation, on peut quand même voir qu'elle s'est fortement endettée depuis 2009, hein. Le taux d'endettement ne cesse de progresser pour atteindre 70% aujourd'hui. Et puis, vous voyez que même dans ces années 2021-2022, avec les bons résultats qu'on a vus tout à l'heure, ben, on reste à un niveau quand même élevé d'investissement. Donc ça dénote une certaine prise de risque, hein, de l'exploitation qui a toujours misé sur l'avenir et qui a continué d'investir malgré un peu les crises, les difficultés, et en accompagnement aussi de l'installation des jeunes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'exploitation, si on regarde le critère aide sur EBE, on voit ici que petit à petit, et de façon assez régulière finalement, eh ben, elle va être de moins en moins dépendante aux aides. Et finalement, aujourd'hui, les aides ne représentent plus que 30% de l'EBE en 2021. Et on est, à partir de l'année 2019, à peu près revenu à ce qu'on avait en 2006. Enfin, malgré l'augmentation de la taille, et ben, le BE dégagé par la structure, sur le dernier graphique en rouge, et ben, et ce qui est intéressant, c'est que la progression de l'EBE permet en fait de diminuer le nombre d'années qu'il faudrait à des repreneurs, par exemple, pour rembourser l'actif. Donc, vous voyez, à partir d'ici, et notamment à partir de 2019 et la progression de l'EBE, ben, en gros, il faut plus que 5 ans, à la fin de même pas 5 ans, en 2021, pour pouvoir rembourser l'actif au bilan. Alors qu'on a vu avant que l'actif au bilan avait quand même explosé en étant près de 2 millions d'euros. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de noter que malgré les investissements, finalement, la rentabilité du système, elle est là et elle permet de garantir des résultats intéressants. Alors, en conclusion, on peut dire que le bilan, il est quand même positif pour les associés. On est sur un grand collectif qui est rentable économiquement, on vient de le voir en tout cas sur les dernières années, avec une exploitation qui s'est modernisée et qui peut faire face aux enjeux de demain. Avec l'arrivée donc d'Antoine et de Benjamin, les responsabilités ont été réattribuées entre les associés. La charge mentale, elle a quand même baissé pour la génération des cinquantenaires. Et globalement, le temps libre, il a augmenté pour tous. On peut aussi rajouter qu'au niveau santé, bah, quand on est un grand collectif et que quelqu'un a un problème de santé, ça pose moins de problèmes que quand on est tout seul. Les chefs d'exploitation sont confiants dans l'avenir, ils continuent d'ailleurs d'investir. Bon, par contre, voilà, le petit bémol, c'est quand même que la prise de risque, elle est quand même importante au niveau des investissements. Le taux d'endettement, il est élevé, mais les résultats se sont améliorés. Les perspectives conjoncturelles sont plutôt favorables aujourd'hui. Ce qu'il faudra surtout faire attention dans les années à venir, c'est qu'il ne faudra pas rater le virage du renouvellement des générations, parce qu'on a quand même 3 associés qui sont proches enfin, qui dans la décennie à venir pourraient être amenés à prendre leur retraite. Et il faudra gérer ce renouvellement de génération quand on sait que c'est quand même assez compliqué de trouver des nouveaux associés dans les GAEC familiaux. Donc voilà, c'est une question à prendre à bras le corps dès maintenant, je dirais. Voilà pour ce témoignage. Donc maintenant, je vais passer la parole à Audrey Lardereau, donc ma collègue de la Chambre d'agriculture du Doubs Territoire de Belfort, qui va vous parler de l'enquête qui a été réalisée auprès des jeunes qui se sont installés dans cette filière sur les 10 dernières années. Merci. Oui, je crois qu'Audrey a des problèmes de mise en route, de connexion. Frédéric, tu vas peut-être poursuivre pour l'analyse de l'enquête, comme tu la connais bien. D'accord. Est-ce que ça t'est possible? Pendant qu'Audrey, effectivement, arrive sur
le webinaire. Je vais présenter le démarrage de l'enquête. Donc c'était une enquête effectivement auprès des éleveurs donc en lait standard, leur vision, leur parcours et leur vision de l'avenir. Alors d'abord une première diapo sur l'échantillon qu'on avait enquêté. Donc l'échantillon au départ c'était le même échantillon que ce que Marie-Christine Pioche de la CA70 vous a présenté tout à l'heure. On avait 400 jeunes à peu près qui nous avaient été fait remonter des services installation. On a pu faire récupérer les adresses mail sur à peu près 300 d'entre eux. Et donc, on est sur la même filière entre 2013 et 2021, donc hors AOP Massif du Jura, et on leur a envoyé un questionnaire qu'on avait travaillé, et on a eu quand même un taux de retour assez intéressant de 88 réponses, soit 30% de taux de retour. Alors, pour les instituts de sondage, on vous dirait que c'est quand même plutôt un bon taux de retour. Donc, on est assez content. Les jeunes ont quand même répondu assez massivement, ce qui nous permet d'avoir un bon état des lieux. Alors, déjà, vous présentez l'échantillon des 88 exploitations. Vous avez sur ce graphique, vous voyez que le litrage, alors ça va de 20 000 litres à 2 400 000 litres, avec une médiane à 685 000 litres. Et puis de 35 à 630 hectares. Alors peut-être dire aussi que l'exploitation, en fait, c'est une exploitation qui a 35 hectares et qui a 20 000 litres de lait, mais celle-là, elle fait de la vente directe. C'est pour ça qu'elle est un peu hors norme par rapport aux autres. Autrement, voilà, vous voyez, on est quand même plutôt sur des structures importantes. Au niveau des chefs d'exploitation, en moyenne, on est à 2,6 chefs d'exploitation, 1,3 salariés. Et puis, dans un grand collectif, voilà, on monte jusqu'à 6 chefs d'exploitation et 17 salariés. C'est essentiellement des exploitations en société. On a 54% quand on regarde le camembert à gauche, qui sont avec 2 associés. Voilà, 80% qui se sont installés donc en dehors du cadre familial. Donc qui se sont installés dans le cadre familial, pardon. Et puis 75% qui n'ont pas un robot de traite, ou on peut dire aussi 25% qui ont un robot de traite aujourd'hui installé dans une installation avec un robot de traite, ce qui est quand même assez important, un quart des exploitations. Alors je ne sais pas si non, on n'a toujours pas récupéré Audrey. Bon, je vais continuer. Ensuite, vous voyez la répartition des réponses selon les départements. Alors, le département, sans surprise, qui a le plus répondu avec 35 réponses, c'est la Haute-Saône, mais je vous rappelle qu'ils avaient la moitié des installés sur la période enquêtée. Et puis les autres départements ont des taux de réponse plutôt autour de 10, mais vous voyez, il y a des réponses sur tous les départements, malgré les peu d'effectifs qui sont à noter dans certains. Alors, on voit sur ce graphique-là l'année d'installation de ceux qu'on réalisé. Donc, on est quand même plutôt sur des installations de seconde période, on va dire, puisqu'on enquêtait jusqu'en 2013. On est plutôt sur des installations qui sont passées à partir de 2016 jusqu'à 2021. Donc, dans 19% des cas, il y a eu ça s'est passé avec un agrandissement significatif de la surface pour 19%. Et puis, dans 70% des cas, avec un accroissement de volume de production important. Donc ça, c'est ça qui est quand même intéressant à constater, c'est qu'en fait, en tout cas pour ceux qui nous ont répondu, mais pour 30% du total, on a quand même un accroissement significatif du volume de production au moment de l'installation. C'est ce que disait Mathilde tout à l'heure, avec les chiffres du CER. Quand on leur pose la question de savoir comment ils voient l'évolution de leur structure,
Ben, vous voyez qu'ici, on a une proportion quand même importante qui prévoit des évolutions de leur structure. Alors, de façon assez modeste quand même pour 16 d'entre eux, pour 14 entre 50 et 250 millilitres. Et puis au-delà de 250 millilitres, bon, il y en a quand même moins qui souhaitent augmenter. Et puis on peut noter quand même qu'il y a la moitié des exploitations qui estiment qu'elles ont suffisamment de lait par rapport à ce qu'elles ont aujourd'hui. Sachant qu'au moment de l'installation, il y avait eu déjà pas mal de litres de lait, d'augmentation de litres de lait, hein. C'est ce qu'on voyait dans la diapo suivante. Donc c'est sûr que forcément, ils veulent pas forcément reprendre encore du lait dans les années à venir. Alors on leur a demandé aussi si au moment de l'installation, ils avaient réalisé des investissements importants. Alors là, sur ce graphique, vous voyez que dans 43 % des cas, l'installation s'est accompagnée d'investissements conséquents sur du bâtiment d'élevage, dans 41 % sur du système de traite, dans 36 % sur du stockage de fourrage. Les mises aux normes, c'est quand même un tiers des exploitations qui ont dû se mettre aux normes. Et aussi, pour un tiers des exploitations, d'autres investissements, voilà, qu'on a noté un petit peu en vrac en dessous. Ça peut être une fromagerie, on a dit qu'il y avait de la vente directe, des nurseries, silos, matériel, enfin, je vous laisse voir, hein, du séchage en grange, etc. Ensuite, on leur a posé la question des projets d'investissement à venir. Et là, vous voyez que malgré les investissements déjà conséquents dans la partie bâtiment, les jeunes répondent massivement quand même qu'ils souhaitent continuer de consolider ou de restructurer leur exploitation et de la moderniser avec des investissements conséquents au niveau du bâtiment. C'est quand même 70 % d'entre eux qui projettent des investissements équipement bâtiment. Et aussi presque la moitié qui se projette avec un agrandissement de surface. Voilà. Et par rapport, ce qu'on pourrait dire un peu paradoxalement, finalement, avec assez peu de progression de main-d'œuvre, seulement 30 %. C'est-à-dire que les jeunes misent sans doute sur des progrès techniques, ou plus de méca, plus de robotisation dans les années à venir. 25 % seulement sur un robot de traite, mais vous avez vu qu'il y a déjà 25 % qui sont équipés, ce qui permettrait peut-être de passer à la moitié des jeunes qui seraient équipés finalement d'un robot de traite entre ce qui s'est passé avant et aujourd'hui. Voilà. Et puis après, par contre, on a quand même, par rapport aux enjeux actuels de changement climatique, de circuits courts, et de produits de qualité, AOP, etc. Bio, finalement, on se rend compte qu'on a peu de projets de cet ordre, en fait, qui sont structurants en changement de système, en tout cas pour les personnes, les jeunes qui se sont installés. Alors, ça, c'est intéressant comme diapo parce que ça, c'est un petit peu pour mesurer le moral des troupes. Et on voit que finalement, sur une filière lait standard que des fois on juge un peu en difficulté, finalement, les jeunes installés sont plutôt positifs et ils considèrent leur installation qu'elle a été satisfaisante. Alors, ils sont satisfaits, alors on a mis une note pratiquement à 8 sur 10, donc c'est quand même pas mal. Ils sont satisfaits à la fois de leur responsabilité au niveau de l'exploitation, des types de tâches qu'ils accomplissent, du relationnel au sein de l'exploitation, sachant que c'est quand même souvent des collectifs ou avec des salariés. Donc, vous voyez, avec des notes assez importantes. Et puis, au niveau du revenu, alors là, on est quand même, c'est moins évident. Alors, mais par contre, on a quand même plus de la moitié des exploitants, des jeunes qui sont satisfaits de leurs revenus, même si là, on voit qu'il y a quand même 10 % qui sont pas du tout satisfaits et 30 % peu satisfaits. Finalement, c'est sur le temps libre qu'il y a le moins de satisfaction, où on est un petit peu plus en retrait, avec 18 % de jeunes là qui trouvent que il y a vraiment trop de travail, et puis 35 % qui en ont pas assez. Voilà.
Alors, là, on a voulu, regarder, les points d'appui qui ont permis les facteurs clés qui ont permis, en fait, de pouvoir, conforter l'installation ou permettre, en tout cas, que l'installation se fasse dans de bonnes conditions. Alors, on avait passé, en revue tout un nombre d'items, hein, vous voyez, parcours l'installation, l'accueil par les associés, la relation avec le cédant, le soutien familial, le coût de la reprise, la qualité de l'outil de travail de départ, l'accès au financement, l'accès au foncier, la conjoncture laitière et l'obtention de litrage supplémentaire. Et là, on a les réponses, en vert et vert clair, c'est tout ce qui a été aidant ou très aidant, et en rouge, c'est tout ce qui a été freinant ou voire handicapant. D'accord? Voilà. Donc globalement, quand même, les facteurs humains, hein, donc le soutien, familial, le parcours à l'installation, donc de par toutes les OPA qui se chargent d'accompagner, les jeunes, ainsi que la qualité, de l'outil de départ, la relation avec les cédants. Finalement, tout ça, ça a été des facteurs très positifs, pour aider, à l'installation des jeunes. Le coût de la reprise, bon, il est jugé quand même, pour plus de la moitié, comme étant aidant, et puis à peu près la moitié comme étant, plutôt freinant, voire handicapant, pour 10 des cas. Mais globalement, on a transmis des exploitations avec des bonnes, enfin des bonnes structures. Alors ce que disait peut-être Mathilde, c'est que peut-être que les jeunes qui se sont installés, c'était déjà dans des structures qui s'étaient modernisées et qui regardaient de l'avant. Ce qui a été le plus difficile finalement, c'est le côté accès au foncier, hein. C'est toujours la difficulté quand on change, et qu'on passe de relais entre un cédant et qu'il faut aller chercher les baux auprès des propriétaires. C'est toujours un moment un peu délicat. Et puis la conjoncture laitière qui a été notée quand même comme étant assez compliquée. Hein, je vous rappelle que l'enquête, elle était que c'était avant les fortes augmentations de l'année 2000, qu'on a constatées en 2022. Voilà. On se rapproche de la fin. Globalement, on a quand même une vision qui est positive sur, l'avenir avec, une tendance, quand on les interroge sur, l'évolution de la filière, une tendance positive à plus de 55, donc 55 et 2, 57 d'opinion positive. Je vous rappelle donc on était encore avant, la crise, les augmentations qu'on a connues, depuis, 2 ans, hein, avec la guerre et puis, les arrêts du lait à droite à gauche. Donc là, on est quand même globalement positif. Donc ça, c'est un peu une surprise quand même, hein, moi je m'attendais pas forcément à avoir un tel niveau d'optimisme. Voilà. Et pour, la majorité, sur les 88 réponses, il y en a que 11 finalement qui, ne s'envisagent pas producteurs de lait dans les 5 ans à venir. Donc la grande majorité veulent poursuivre et ont envie de continuer.